Merci de rester fidèle à la radio Futur Média. Merci de rester fidèle au grand jury. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce dimanche 5 janvier, premier numéro de l'année 2025, nous souhaitons une très bonne année à tous nos auditeurs. Bonne année à tous les Sénégalais. Nos meilleurs vœux de bonne année à vous. Babacar Abambaye, bonjour. Bonjour Georges, merci beaucoup à vous. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu au grand jury. Vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale, député de la 14e législature, dissoute en septembre, ancien responsable de Taxawu Sénégal, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, Babacar Abambaye, notre pays démarre 2025 sur une bonne note. Le Sénégal n'est plus dans la liste des pays moins avancés. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 19 décembre dernier une résolution actant le retrait du Sénégal de la catégorie des PMA, le Sénégal et le Cambodge. Votre commentaire, une bonne nouvelle pour l'économie sénégalaise, même si les Nations unies accordent à notre pays une période transitoire de 5 ans pour finaliser cette sortie. D'abord, Georges, je voudrais vous remercier pour l'invitation et à mon tour vous présenter mes vœux, les vœux de santé, d'accomplissement à tout le peuple sénégalais, à votre groupe, le groupe Futur Média, à nos familles et à nos parents. Merci. Et merci pour l'honneur que vous me faites d'être le premier invité de cette année. Pour moi, Georges, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne m'emballe pas non plus. Je pense que c'est important des fois pour notre économie d'avoir ce genre de résultats, parce que gérer nos économies sont généralement difficiles. Moi, je fais partie de ceux qui croient que tous ceux qui ont eu à gérer ce pays n'ont pas été irresponsables, n'ont pas été indolents, n'ont pas été dilettantes. Chacun, à leur manière, ont fait preuve de courage, ont fait preuve de responsabilité et se sont battus pour que notre économie soit ce qu'elle soit. Il y a une dimension sisyphesque de notre économie, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens se battent beaucoup, mais au bout des fois, les résultats ne sont pas les meilleurs. Je prends l'exemple de ce régime qui a fait des efforts réels sur la campagne agricole. 70 milliards de remboursement des dettes, 120 milliards dans la campagne agricole, le prix du kilo d'arachide qui a été ramené à 305 francs. Au bout, les récoltes n'ont pas été au rendez-vous. C'est la faute de qui? Et c'est comme ça que notre économie a analysé de plus près, notre finance publique sont un rassemblement de mesures conjoncturelles puisqu'on passe de crise en crise et généralement des crises dont on n'a aucune responsabilité. L'exemple, ce qui se passe avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui nous impacte, la Covid qui nous est tombée dessus, et tous nos gouvernements se battent pour au finish avoir des événements comme ça qui nous donnent des budgets comme le budget 2021 où on a eu, qui a été un budget de reprise et un budget de crise à la fois, où la reprise nous a permis de reprendre nos recettes, d'avoir 300 milliards de gains de recettes. Du fait de la Covid. Oui, et à côté, il y a eu les événements de mars 2021 qui font qu'on a été obligé de mettre autant d'argent dans Xëyu Ndaw ñi. C'est ça les paradoxes de la gouvernance de nos pays. Et des fois, il est important d'avoir ce genre de nouvelles-là qui nous permettent de comprendre qu'on franchit des caps. Après, à nous de continuer à nous battre. Nos finances publiques sont ce qu'elles ont. Vous les voyez. Nous avons beaucoup d'accomplissements à réaliser. Nous avons le gaz qui est arrivé, nous avons le pétrole qui est arrivé, mais nous avons des réformes à faire. Nous avons le financement de notre économie à révolutionner. Nous avons tout un tas de mesures qui sont des réponses à des crises qu'on a eues et qui fait qu'on subit cet effet cliquet-là. On a des mesures qui nous pèsent. La crise est passée et c'est resté. Donc on a beaucoup de défis et nous prenons cette bonne nouvelle-là. Ça vaut ce que ça vaut. C'est bon à prendre, mais il nous reste beaucoup de réformes à mener pour améliorer notre situation économique. Alors selon l'ONU, cette avancée est un événement capital qui signifie que le Sénégal a bien progressé vers la réalisation d'au moins une partie de ses objectifs de développement. Est-ce que cela ne remet pas en cause les affirmations du Premier ministre Ousmane Sonko, affirmations selon lesquelles ils ont trouvé un pays en ruine? Je ne pense pas que ça remet en cause ces affirmations. Si on prend les critères pour lesquels un pays est considéré comme moins avancé, c'est le PIB par habitant, c'est la vulnérabilité du pays. Et quand on regarde la SND 50, c'est les choses sur lesquelles le gouvernement veut tout appuyer, le capital humain. Aujourd'hui, par exemple, sur le PIB par habitant, l'objectif de la SND, c'est justement de monter au lieu de $1 100, de monter à $4 500 par habitant à l'horizon 2050, avec l'objectif de réaliser une croissance de 6,5% en moyenne par an pendant 25 ans. Le capital humain est un des piliers de la SND 50, capital humain et équité sociale, et la vulnérabilité du pays quand vous lisez le projet SND 50 qui a comme philosophie ou la DPG la souveraineté économique. Donc, autant dire que dans les défis que la stratégie du Premier ministre a, on peut considérer qu'il épouse parfaitement ces critères-là. Et que
la phase transitoire de 5 ans qu'on a, s'il atteint ses objectifs, il permettra au Sénégal de conforter cette sortie qu'on a et d'aller vers un échelon supérieur. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas trop partagé les positions du Premier ministre, notamment lorsqu'il dit que l'État est en ruine. Nous avons un État fiable, solide, qui permet de se relever de crise en crise. La situation de nos finances publiques est terrible au vu de ce qu'on vient de voir sur la LOF 2025. Mais le pays a connu d'autres crises. Et les hommes et les femmes qui ont géré ce pays se sont battus pour traverser ces crises-là. Il n'y a pas eu une crise beaucoup plus violente, la Covid, où c'était un coup de frein de l'économie mondiale. Et ça, on a su le traverser. Dire que nos comptes ont été maquillés, je pense que dans toutes les économies du monde, il y a une part d'ombre. Il y a une part qui est cachée. Ce que les pays occidentaux ont fait pendant la Covid, c'est tout sur l'économie. La première chose qu'ils ont faite, c'est de lever justement ces critères de convergence-là. Ils sont passés de la dette à l'hyperdette. Ils sont passés de 80% du PIB à 110%, 120%, 130%, 150% pour certains pays. Le président français répétait à qui veut l'entendre, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire ils ont payé. C'est tout sauf de l'économie. Vous regardez les débats qui sont en cours. Vous prenez aujourd'hui l'Allemagne qui est à période électorale. Vous avez un candidat qui assume des débats aujourd'hui très très spécifiques comme la légalisation du cannabis. Vous avez entendu hier un député de France insoumise, Sébastien Delegou, qui presque prend les mêmes positions. Mais aujourd'hui, ces économies-là se nourrissent de cette part de noir-là. Cette drogue-là qui est consommée, qui ne vient pas des pays européens, qui vient des pays du Maghreb. Et on se tient un peu par la barbichette. Vous me laissez faire et je gère les frontières. Donc, dans toutes les économies, aujourd'hui, ça nourrit d'autres économies, comme l'économie du pari sportif. Moi, je suis convaincu, dans toutes les économies du monde, il y a une part d'ombre, il y a une part de cachet. Je ne sais pas ce qu'il a gagné à voulu faire ça. En tout cas, ce n'est pas le prix Nobel de la sincérité, parce que ça n'existe pas. Mais vouloir le couler au pilori simplement parce que on a eu une reconnaissance de nos efforts économiques sur un moyen long terme, je pense que c'est deux choses totalement différentes. Alors, je le disais, on est au début de l'année 2025. La dernière semaine de l'année a été marquée par deux faits. La déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko et le discours de Nouvel An du président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a fait de fortes annonces. On en parlera au cours de cette émission. Bassirou Diomaye Faye a-t-il répondu à vos attentes pour ce premier exercice? Moi, j'ai préféré son premier discours. Je trouve que le discours a été assez plat. Pour moi, c'est un exercice. Il faut reconnaître que ce discours Discours d'investiture ou bien discours... Le premier discours à la nation. Je pense que le discours du président a été... Lors de la fête de l'indépendance. Oui, son premier discours de l'indépendance après son installation comme chef d'État. Je pense que ce discours-là a été piégé par la DPG. Je pense que les annonces fortes qu'on attendait ont été préemptées par la DPG qu'on a écoutées, qui étaient très longs. Ceux qui l'ont lu, c'est 104 pages, c'était 2 heures de lecture. Donc, pour que le président puisse se distinguer, c'était assez difficile. Mais c'était un exercice important pour ses communicants à lui. Puisque pour moi, aujourd'hui, le président Diomaye Faye est dans une quête difficile, mais importante pour lui. C'est le refus d'être à la tête d'une institution désincarnée. C'est-à-dire le refus de donner l'impression aux Sénégalais que le cœur du pouvoir ne bat pas au palais de la République. Nous sommes dans un pouvoir présidentiel et il y a eu un couac majeur qu'il aura difficilement du mal à corriger. C'est le coup de l'Assemblée où il a engagé sa responsabilité en mettant sa signature sur un courrier adressé à l'Assemblée pour fixer une date de DPG et procéder à la dissolution la veille et vouloir nous expliquer que ce n'était pas de la politique. Je pense que c'est un coup de canif qu'il a mis lui-même à son image et qui a donné l'impression qu'il est prêt à tout pour satisfaire les desiderata du Premier ministre. Or, les choses nous ont montré après qu'il n'y avait aucun obstacle à la tenue de la DPG. Et depuis lors, je pense que le président et les communicants ont bien travaillé. Vous avez vu la présentation, on pensait d'un plan serré sur le président à un arrière-plan. Les portraits des anciens présidents. On a surjoué les portraits des anciens présidents. Le président lui-même qui mettait l'emphase sur certaines phrases, qui forcer une certaine gestuelle. C'était un travail de communicant pour essayer de combler ce gap, cette doute-là qu'il a lui-même et qui de plus en plus s'impose à son image. L'ont-il réussi? L'ont-ils réussi? Les images restent. Hein. Moi, Georges, Abba Mbaye, je suis un présidentialiste assumé.
Moi, je crois en l'autorité. Vous savez, les crises des démocraties modernes qu'on a aujourd'hui, c'est le fait de faire le procès de la démocratie en disant que la démocratie, c'est l'impuissance politique. Les gouvernants des pays occidentaux qui un peu sont le joug un peu de la dictature, un peu comme font les Chinois ou les Russes, sont plus à même de tenir en main le destin de leur pays. Pour moi, il y a un équilibre entre les deux systèmes. En face, il y a le modèle français qui part un peu à la dérive, comme le modèle allemand en face à la crise, ou d'autres modèles comme le modèle espagnol qui a été corrigé. Pour moi, entre les deux, l'équilibre, c'est un système présidentiel fort. Moi, je crois en l'autorité qui assume, l'autorité forte, qui impulse, qui donne une dynamique, pas l'autorité qui met les Sénégalais les uns contre les autres. Moi, je crois à l'autorité qui fédère son peuple, qui creuse le sillon, qui impulse et qui agit en fonction de son intime conviction. J'ai eu très mal lorsque, par exemple, la question de la présence du président au Conseil supérieur de la magistrature s'est posée, de voir un président qui vous dit « Faites comme bon vous semble, faites comme vous sentez, moi je n'ai aucun problème là-dessus. » Si, Monsieur le Président, les grandes réformes des États sont portées par l'intime conviction du président. Le président Sarkozy, qui a mis les dernières grandes réformes dans la Constitution, notamment la limitation de mandat, disait que je mets la limitation des mandats parce qu'à un moment, on met plus d'énergie à rester qu'à travailler. Regardez, Macron n'a même pas fait 2 mandats, qui est totalement exempt. Vous avez vu, après sa dissolution, ce qui reste de la démocratie française, lorsqu'il a voulu dire qu'on ne peut plus être chef d'État et chef de parti, son intime conviction ne lui suffisait pas. Il a consulté d'autres présidents. Il a consulté Angela Merkel qui lui dit « Mais moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je dirige mon parti, j'ai un bureau dans mon parti. Je ne me vois pas offrir mon absence à mes camarades. » Il a consulté quelqu'un comme Silvio Berlusconi qui avait le mouvement En Marche, qui a dit « Ne fais jamais ça. » Puisque moi, quand j'ai gagné le pouvoir avec mon mouvement Forza Italia, l'une des premières difficultés que j'ai eues sur le plan politique, quand je suis devenu à mon mouvement que j'avais abandonné, mais le mouvement avait disparu, il n'y avait plus personne. Donc c'est des modèles, c'est des modèles qui sont là, mais qui partent de la lecture du président de la République, de la posture du président de la République. Et moi, je fais partie de ceux qui croient en présidentialisme fort. Et cette façon de dire que le pouvoir est partagé, je donne la parole au peuple, le citoyen et au cœur de la décision publique, je n'y crois pas. Donc vous n'êtes pas pour un renforcement des pouvoirs du Premier ministre? Mais pourquoi les changer? Aujourd'hui, vous lisez le champ politique. Moi, je vous parie en 1000, Georges, que dans quelques années, on peut être dans une situation où le Premier ministre lui-même va briguer le pouvoir. Pourquoi bidouiller nos textes de manière circonstancielle, de manière... D'autant que pour le cas du Sénégal, c'est le Premier ministre qui a l'appareil politique. Oui, mais, donc voilà. Et moi, je crois que c'est développé. Vous savez, moi, j'aime bien l'exemple de la France. Vous prenez le président Macron. Le président Macron est arrivé président avec un choc, puisque lui, il a vécu de l'intérieur une cohabitation interne. C'est-à-dire, le président Hollande a perdu le pouvoir à cause de la guerre de faction au sein du Parti socialiste. Le premier ministre Manuel Valls était quasiment en cohabitation avec François Hollande, avec un seul objectif, c'est de le pousser à renoncer au pouvoir. Au bout, ils se sont arrivés. François Hollande n'a pas brigué un deuxième mandat, il est parti poussé par ses propres camarades de parti. Emmanuel Macron, quand il a gagné le pouvoir, il s'est dit, même si je ne suis pas dans le cadre d'une cohabitation, je n'accepterai pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrigé ça, il a corrigé ça de manière fonctionnelle, dans la mécanique administrative. Il a imposé à tous les premiers ministres, sur tous les sujets importants, qu'il n'y ait qu'un seul conseiller. Sur la fiscalité, un conseiller. Sur l'industrie, un conseiller. Sur les questions économiques, un conseiller. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de note qui vient de l'Élysée et une note qui vient de Matignon. Il n'y a pas d'opinion de Matignon ou d'opinion de l'Élysée. On travaille toujours sur les mêmes canevas administratifs. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées dans le fonctionnement de l'administration. Moi, Georges, demain, si je te nomme ministre, quelle que soit la fonction, je te nomme ministre Georges, je nomme ton directeur de cabinet, je nomme le secrétaire général de ton ministère, je nomme le DAGE de ton ministère, je te nomme tes directeurs ou tes chefs d'agence, je contrôle ton ministère. Donc, dans la mécanique ou dans le fonctionnement administratif, les choses peuvent être corrigées au lieu de personnaliser nos textes. J'ai entendu le grand constitutionnaliste Ismaël Madior Fall parler de réalisme constitutionnel. Je pense que je ne suis pas partant pour cela. Moi, je suis convaincu que dans le fonctionnement, puisque entre les deux, il n'y a pas d'écart majeur, je pense que dans le fonctionnement de l'administration, les choses peuvent être faites plutôt que de personnaliser notre constitution avec des mesures ad hominem. Attendiez-vous le président sur des points qu'il n'a pas évoqués dans son discours à la nation? Oh, je n'attendais pas beaucoup. Je pense que, puisque, comme je l'ai dit, la DPG qui est intervenue quelques jours avant
a été très très large et a abordé. C'était une DPG d'un pouvoir qui a véritablement fait 8 mois, donc qui a le temps de faire son diagnostic. Donc j'attendais pas le président sur ces choses, surtout que je le suis beaucoup, j'écoute ses discours. Il a eu à faire de grands discours sur le plan international. Et ce que j'ai particulièrement aussi apprécié, c'est le fait de s'ériger en père de la nation et de pouvoir parler au peuple. Je pense que c'est un moment important de parler aux Sénégalais. Une manière de leur dire que des difficultés, il y en aura. C'est pas ce qu'on vous avait promis qui se fera en quelques jours. Mais nous avons plus que jamais besoin de rester un peuple et de savoir que sur le plan sociétal, nous avons des choses à gommer, nous avons des choses à corriger. Qu'on le veuille ou non, ce pays est un pays clivé. Qu'on le veuille ou non, ce pays est un pays divisé. On a une fracture sociale nette. On ne peut pas continuer dans un pays où on est absolument rétif à l'opinion contraire, on est absolument rétif à des postures d'opposition qui sont garanties par la Constitution, où ce qu'on ne souhaitait pas arrive. Et c'est le moment pour nous de penser à quelqu'un comme Moustapha Diakhaté, à tant d'autres qui ont eu à aller en prison ou qui sont encore en prison parce qu'ils ont eu à exprimer une opinion contraire, alors que des gens du parti au pouvoir ont eu à faire des choses tout aussi graves. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu pour nous de nous dire la vérité et pour le président de prendre une position. Il est le président de tous les Sénégalais. Il n'est pas le président du PASTEF. Pour que sur des sujets spécifiques... Et pourtant, il l'a insinué dans son discours. Oui, il l'a insinué, mais ça demande un avis beaucoup plus tranché. On ne peut pas continuer dans un pays où quand le président de la République prend des décisions, ils ont été élus avec 1 900 000 personnes sur un fichier de 7 millions de personnes. Tu ne peux pas prendre des décisions qui sont publiquement critiquées, des nominations c'est le cas aujourd'hui avec les nominations au CNRA. Ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, il a besoin de réaffirmer son autorité. Maintenant, si c'est le fait de conflits internes, puisque moi, je n'ai pas du tout apprécié le président qui nous a dit, moi, je ne me mêle pas des élections, ça ne me regarde pas, je prends je suis au-dessus de la mêlée. Je suis le président de la République. Et l'homme qui est allé signer sa reddition à une fête organisée par Sonko et son staff, où il a tenu des propos comme Nadef, Dosen Morom, Doumengalen. S'il avait envie d'aller signer sa reddition, autant qu'il y aille, mais qu'il n'avilisse pas la position qu'il avait prise pendant les élections et qui a été saluée par tous les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'hommes qui ont la sincérité du discours, qui ont la transparence du discours et qui peuvent parler aux Sénégalais pour nous rappeler que nous, Sénégalais, nous sommes un même peuple, avec un même but, et le plus souvent, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Et c'est dommage. Alors, parmi ces promesses, la généralisation de la déclaration de patrimoine à tous les agents de la fonction publique, sans exception, dit-il, ajoutant aussi toutes les fonctions électives ou nominatives impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'ampleur. Un bon moyen pour lutter contre la corruption et la prévarication des biens publics. C'est une arlésienne. Ah ouais. Vous savez, il faut éviter... Moi, j'ai la conviction, j'ai travaillé dans l'administration. Il faut faire attention quand vous êtes dans l'administration. L'administration, c'est un mammouth qu'on ne peut pas bousculer. Et le pays repose sur son administration. C'est un mammouth qu'on ne peut pas bousculer. Vous ne pouvez pas courir plusieurs lièvres à la fois. Vous avez une réforme de l'administration qui est en cours. Vous avez des objectifs en termes de digitalisation. Vous avez surtout un objectif très important. Puisqu'il est important de voir que l'un des éléments importants de la DPG, ça a été la rationalisation des dépenses de l'État, que vous avez positionné parmi les prérequis. Et aujourd'hui, parmi cette rationalisation, il y a la révision du régime indemnitaire et ce que vous avez appelé dans un euphémisme dont vous êtes les seuls à avoir le nom, au cours d'un des communiqués du bureau du Conseil des ministres, le polisage de la masse salariale. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des réformes importantes qui demandent du temps à être mises en place, qui demandent des discussions avec les syndicats. Vous ne pouvez pas courir plusieurs fois. À quelle fin demander aux gens, les gens comptables ont une compétence liée sur leur patrimoine. Je peux comprendre que les gens qui sont nommés à des postes de responsabilité puissent devoir faire le déclaration de patrimoine, mais ça qui sert à quoi de généraliser la mesure pour que des gens aillent leur dire quoi? Moi je suis locataire, j'ai une maison, j'ai 2 ladoum, j'ai 3 jeans. Non, je pense que c'est une arlésienne, c'est une volonté de réforme qui est à saluer, mais quand on est dans l'administration, il faut savoir où on met les pieds. Et on ne peut pas faire plusieurs réformes à la fois dans la même administration. Il faut agir lentement, doucement, avec un sens des priorités. Aujourd'hui, c'est une réforme de l'administration. Après, c'est la numérisation. Après, c'est la masse salariale. Et ainsi de suite. Mais est-ce que la faisabilité ne risque pas de poser problème?
Mais bien sûr, ça demande de gros moyens. Ça demande de gros moyens parce que c'est... Combien sont les agents de la fonction réformes publique sont difficiles. Pour faire une déclaration de Les réformes sont difficiles. Vous savez, vous restez sur de... Il faut éviter d'avoir de fausses victoires. C'est comme quand le Premier ministre dit nous avons audité l'administration, nous avons trouvé plus de 20 000 agents qui ne sont... Mais ça me rappelle l'audit que Macky Sall avait fait. C'était un comptage numérique. On avait à l'époque dit qu'on avait trouvé 12 000 agents non répertoriés. Quand ils ont fait les assises, la réflexion qu'ils avaient faite sur la fonction publique, ils se sont retrouvés avec plus de 25 000 agents qui avaient des difficultés ou qui n'étaient pas correctement conventionnés dans l'administration. Et quand ils ont fait la régulation, je me rappelle très bien, Abdoulaye Coulibaly parlait de 6 milliards d'économies et il parlait, lui, de révolution silencieuse. Où est passée cette révolution silencieuse? Si on arrive aujourd'hui au point où le Premier ministre va nous dire qu'il y a plus de 20 000 agents encore qui ne sont pas régulièrement enregistrés dans la fonction publique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière progressive, les choses peuvent être faites. Mais il faut éviter d'enclencher plusieurs chantiers à la fois. Rappelez-vous, un 1er mai, Macky Sall avait eu cette vulgate devant les syndicats en disant prenez les dépenses d'État. Si on paie les salaires, on paie la dette, on paie les acquisitions, il ne reste plus rien. Donc ne comptez pas sur moi pour faire des augmentations de salaire. Soyez lucide, soyez honnête. Au bout du bout, quand il y a eu la crise, il a dû lâcher au moins 600 milliards. 600 milliards qui nous pèsent encore parce que la crise est passée. Donc, quand on est dans l'administration, c'est un gros mammouth. C'est important pour l'État qu'on ne peut pas bouger comme on veut. Il faut prendre le temps de serrer les réformes, de les faire correctement et d'avoir de vraies victoires, pas des victoires d'illusion. Alors cela nous amène à parler de la reddition des comptes, le pôle financier installé. Les députés membres de la Haute Cour de justice élus, ceux de la Cour d'appel le seront dans quelques jours. Est-ce que les discours de certains responsables de la majorité de PASTEF vous rassurent, qui accusent et condamnent déjà les dignitaires de l'ancien régime? Ce sera un des moments marquants de ce quinquennat-là. C'est pour ça que moi, je disais toujours aux gens que j'ai envie d'écouter le président de la République. On a le droit, devoir d'être transparent sur cette procédure-là, parce que ça va prendre du temps. Le Premier ministre a ce talent politique de connaître son électorat, de connaître ses sympathisants. Il les connaît tellement qu'il sait comment nourrir le monstre. Le monstre, on le nourrit à coups d'anecdotes. Je me lève un matin, je dis que on a trouvé 1000 milliards dans un compte. Voilà. Demain, ça va être quoi? Ça va être la maison du président de l'Assemblée a été cédée. On gagne quoi dans tout ça? On a l'impression que moi, j'ai toujours horreur de ce goût de l'humiliation. Il y a eu des gens qui ont eu à gérer le pouvoir. La reddition des comptes est une activité normale. Aujourd'hui, nous avons le dispositif pour ça. Le parquet financier, qui est la correction de la haute cour que Macky Sall avait mise en place. De la CREI. De la CREI que Macky Sall avait mis en place. Donc aujourd'hui, on a corrigé ce qu'on avait à faire comme erreur. C'est-à-dire ce qu'on reprochait, c'est sur la charge de la preuve. Disons plutôt la CREI qu'il avait réactivé. Voilà, tout à fait, pour être correct, vous avez bien raison. Et aujourd'hui, on a la haute cour. Donc le dispositif est là. Faisons en sorte d'assurer un procès équitable à tous qui seront obligés d'aller répondre de leur gestion. C'est tout à fait normal. Mais attention, autant. Vous craignez une chasse aux sorcières, même si les nouvelles autorités s'en défendent? Je ne pourrais pas dire ça. Moi, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire aux gens, moi j'étais dans l'opposition. Nous, on a combattu ce régime-là. On l'a combattu. Si on a su qu'on les Sénégalais, c'est parce qu'aujourd'hui les Sénégalais n'étaient pas convaincus de la gouvernance du pays. Mais ce n'est pas ce que les gens en disent qui en compte. Ce n'est pas le goût de la vengeance. Ce n'est pas le goût du sang. Ce n'est pas le goût de l'humiliation qui compte. Ce qui compte, c'est un procès équitable. Et que les gens comprennent une chose, que ça va prendre le temps que ça va prendre. Ce n'est pas des choses qui vont être expédiées en quelques mois. Et regardez, mine de rien, on a déjà fait 8 mois. On va aller faire presque, on a fait 9 mois. On va faire 1 an. Et cette procédure-là va prendre combien de temps? On ne sait pas. Je n'ai pas envie qu'au bout du mandat, qu'on se dise il n'y a que ça qui était l'objectif. L'objectif n'est pas de courir des gens ou de les arrêter. L'objectif, c'est de transformer ce pays-là. Et c'est ça qui doit mobiliser nos efforts et nos énergies. Cette activité de réduction des comptes doit être mise en place. Une activité de réduction des comptes menée de la manière la plus intelligente possible, la plus pertinente possible pour l'État, et de ne pas créer les conditions d'une névrose. Ce pays supporte très mal la multiplication des polémiques. On est sorti de la polémique Barthélémy Dias. Après, on va enchaîner avec la traque des biens mal acquis. Après, ça va être quoi d'autre? Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie que
que ce soit une procédure tout à fait normale, si je peux dire entre guillemets, mais qu'on fasse focus sur d'autres priorités, puisque la situation économique et financière de notre pays mérite beaucoup plus d'interrogations pour les patriotes que nous sommes. Vous êtes au moins d'accord pour la rationalisation des partis politiques? Non. Là-dessus, vous êtes d'accord avec le président? C'est un des traits de caractère de notre vie politique. L'émiettement est un des traits de caractère de notre vie politique. La vie politique sénégalaise a très peu de nuances. Quelle différence vous faites avec cette génération-là qui a comme leitmotiv la souveraineté et qui a comme point d'achèvement, victoire majeure, la victoire du 24 mars. C'est comme la génération des Bakili, des Majmoudjo. Tous ces gens qui se sont battus, de grands leaders politiques, avec des... J'ai envie que les gens comparent le champ politique, les profils politiques du Sénégal de maintenant et d'hier. Tous ces gens qui se sont battus pour avoir la liberté de faire de la politique, la liberté de s'exprimer, et qui, acquis après acquis, ont grignoté ces avantages-là, ont grignoté notre démocratie électorale pour avoir eux aussi leur victoire et leur point d'achèvement qui était la victoire de Abdoulaye Wade en 2000. Donc, eux, leur combat dans un premier temps, c'était la souveraineté, mais ce qu'ils appelaient la libération nationale, avec Senghor qui était pointé comme le représentant de la France au Sénégal. Le combat d'aujourd'hui, c'est la souveraineté nationale. Donc, notre vie politique a très peu de nuances avec ses caractéristiques et l'émiettement. Le PS est né de l'UPS, ainsi de suite. La RND ou Réumi, l'APR sont nés des flancs du PDS. Notre histoire politique est une histoire d'émiettement. Maintenant, on a le dispositif légal pour ça. Si les gens appliquent la loi, on peut régler ce problème-là. Ou en tout cas, on peut mettre les freins pour organiser la participation aux élections. Mais le principe de base, ne l'oublions pas, c'est la liberté d'association. Et ça, il ne faudrait pas qu'on profite de cette situation-là pour phagocyter certains partis, pour éliminer d'autres partis. Nous savons créer des coalitions, nous savons créer des états de coalition, nous savons faire des alternances. Je pense que nous avons une dynamique électorale qui permet au pays de respirer et de transgresser les crises, d'aller au-delà des crises et des crispations. C'est ça qui nous a sauvés, avec des institutions fortes et des textes très clairs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir nous créer on a des priorités. La priorité, c'est quoi? Ce qui s'est passé à la ville de Dakar, ce qui s'est passé récemment sur certains sujets, montre que l'horizon politique, tous les dialogues que nous avons faits sont des dialogues de compromis électoraux d'un moment. Nous ne savons pas transformer nos textes dans le fond. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on trouve une multitude de textes à appliquer. Cette fois-ci, il faut qu'on soit capable de dialoguer et de changer le champ politique dans le fond. Mais pas pour permettre à un parti politique de régler son compte avec d'autres partis politiques. Et il faudrait qu'on ait le courage de débattre des choses. Alors, vous suivez le grand jury qui reçoit ce dimanche Babacar Abambaye, ancien responsable de Taxawu Sénégal, ancien député à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a inauguré sa 15e législature il n'y a pas longtemps. Le nouveau régime a promis une rupture avec les pratiques du passé, vous également. Une assemblée acquise à la cause du pouvoir et qui, les yeux fermés, vote des lois qui lui sont soumises. Cette rupture annoncée, est-ce que vous l'avez remarqué dans les débuts de cette législature ? Non, mais la rupture ne peut pas avoir au sein de la législature. Je pense que les principales ruptures qu'on doit avoir à ce niveau sont en amont de la législature, dans un premier temps. Je pense que tout le monde sait que l'un des problèmes qu'on a, c'est notre système électoral, c'est notre mode de scrutin et la mécanique des partis politiques qui désignent les représentants et ceux qui sont appelés à aller à l'Assemblée. Je n'ai pas envie de faire le procès des profils des uns et des autres. Pour moi, l'Assemblée est toujours le reflet, le miroir du peuple sénégalais. Et on a des profils différents qui, peut-être, s'ils sont formés, encadrés, accompagnés, peuvent faire un très bon travail à l'Assemblée. L'autre vague de rupture, peut-être qui peut arriver avec le débat qu'on aura, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse un dialogue de fond sur le champ politique, mais ça va être les choix qu'on peut arriver. Aujourd'hui, quel va être le véhicule? Quelle va être la ligne motrice? Est-ce qu'il s'agit de donner plus de pouvoir aux citoyens? Par exemple, un citoyen sénégalais peut se lever, dire que moi je demande à l'Assemblée de faire une commission d'enquête sur tel sujet, plutôt que de donner la force à un citoyen qui peut démettre le maire de Dakar. Est-ce que c'est ça la ligne motrice? Ou est-ce qu'on va mettre des principes forts qui renforcent la présence et le rôle de l'opposition au sein de l'Assemblée? C'est-à-dire la possibilité de dire que le deuxième questeur est forcément de l'opposition, le président de la commission des finances est forcément de l'opposition. C'est ces sujets comme ça sur lesquels on peut améliorer le fonctionnement de l'Assemblée. Mais moi, je fais partie de ceux qui avaient dit à l'Assemblée, mais puisque le Premier ministre nous dit de changer le règlement intérieur, profitons-en, changeons le règlement intérieur au fond, transformons l'Assemblée.
C'est la seule chose que nous devons aujourd'hui, puisque nous avons été une législature de transition, de rupture. Mais je n'ai pas été entendu parce que les chapelles politiques ont préféré les comptes. On m'a dit non, Abba veut donner plus de pouvoir, veut avoir un groupe parlementaire de Tahaou, ou Abba veut renforcer les pouvoirs des non-inscrits. Alors que j'avais juste dit aux gens, attention, le nombre qu'il faut pour faire un groupe parlementaire est trop élevé. C'est trop. Vous avez l'occasion de le changer, changez-le. Le parti au pouvoir n'a pas voulu le faire. Mais ils sont passés à un député du groupe parlementaire. Mais vous vous rendez compte quelle misère ça a été pour notre démocratie de nous dire qu'il n'y a aucun groupe parlementaire de l'opposition. Quand on a couru ce risque-là en moi, Abdoulaye Wade a eu la grandeur de revenir sur cette position en disant, écoutez, maintenant pour faire un groupe parlementaire, il faut 10 députés. Je leur avais dit, un non-inscrit n'est pas un non-parlementaire. La situation de notre démocratie fait que quand vous avez des non-inscrits, il faut les favoriser, il faut aider à la... On m'a dit non, parce que vous, Tahaou, maintenant vous êtes des non-inscrits. Il y a 18 non-inscrits. C'était un accident parce qu'il y a eu accrédité. Mais vous allez voir, aux prochaines élections, il n'y en aura pas plus de 4. On en a combien? On en a 17. C'est le fait de notre démocratie. C'est pour ça que les hommes politiques, dans le cadre de ce qu'ils font pour ce pays, doivent avoir le sens de l'histoire. Pas être dans les petites combines, dans les petits calculs partisans. Je fais ce que j'ai à faire pour ma coalition, pour les prochaines élections ou pour ma propre chapelle, mais avoir le sens de l'histoire. C'est changer les choses pour qu'elles changent dans le fond parce qu'on a des principes. On est des démocrates. En démocratie, l'opposition est forte à l'Assemblée. En démocratie, le citoyen arrive très fort dans la capacité à faire évoluer les institutions. C'est ça le modernisme démocratique. Mais les petits calculs d'appareil ont fait en sorte que tous nos dialogues ont été des compromis de surface. Et la vraie rupture, elle commence d'abord par cette mentalité-là avant d'arriver dans la mécanique institutionnelle. Et ça, vous ne l'avez pas encore remarqué? Non, du tout. Mais maintenant, ça va arriver puisque le Premier ministre, ça m'a bien fait rire de voir le Premier ministre dire que parler des réformes du champ politique et dire que je m'en arrête là. J'aimerais juste lui dire que tout ce qui concerne le champ politique fait l'objet d'un consensus depuis le Code Kéba Mbaye. Il faut prendre le temps d'en discuter et ça va être pas seulement sur le champ politique ou le mode de scrutin, ça va être absolument sur la mécanique, le fonctionnement général de nos institutions, puisque aujourd'hui, je reprends l'expression de Ismaël Madior Fall, on est à l'ère du réalisme. Et j'aime bien cette phrase de Bruno Le Maire qui disait que l'autorité n'évacue pas la réalité, elle s'y conforme. On a le réel de notre démocratie aujourd'hui, il faut s'y conformer avec responsabilité. Alors toujours dans le cadre de cette rupture annoncée, certains faits interrogent. Benno Bokk Yakaar qui perd son poste de 8e président, des lois qui passent comme lettre à la poste, la loi de finances adoptée sans le Premier ministre qui, sur la base de l'article 86 alinéa 6 de la Constitution, a engagé la responsabilité de son gouvernement à travers une lettre adressée au Parlement. Le président de l'Assemblée nationale également qui fait preuve d'autoritarisme en menaçant d'expulser un député de l'hémicycle. Oui, mais j'ai suivi ça, mais ça, bon, ça c'est la vie parlementaire. Ouais. Le parlementarisme rime avec débat, rime avec affrontement, à partir du moment où ça reste dans l'hémicycle. Et chez nous, c'est toujours resté dans l'hémicycle. En dehors de l'hémicycle, les députés sont les meilleurs potes. Et des fois, je regarde le président Malick Ndiaye jouer à l'autorité. Je me dis heureusement qu'il n'a pas été président lors de la 14e. Parce que je peux vous jurer que des députés ne l'auraient pas laissé faire. Mais bon, c'est un marque de la nouvelle législature. Maintenant, moi, je n'ai pas du tout apprécié le fait que Premier ministre, nulle part au monde, on ne peut engager la responsabilité de son gouvernement sans être présent. Sans la présence du Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement qui est engagée. Et je pense que c'était un pied de nez à l'Assemblée que je n'ai pas du tout apprécié et qui est fortement condamnable. Pour le reste, le fait majoritaire est là, il s'impose. Et maintenant, j'ai envie, c'est aux députés de s'adapter. Vous voyez, le fait d'avoir fait passer la loi de finances sans débat n'a pas empêché la loi de finances d'être au cœur du débat politique aujourd'hui. Et on l'a fait à cause de la DPG. Est-ce qu'il n'aurait pas valu, pour plus de transparence, plus d'équité, permettre aux Sénégalais de suivre le débat parlementaire et de faire le marathon budgétaire comme il se doit. Ils ont fait le choix de passer, mais maintenant, aujourd'hui, les gens sont en train de se poser des questions. Vous avez eu le débat qu'il y a eu sur l'endettement, le débat qu'il y a eu sur le déficit, et aujourd'hui, ils sont appelés à répondre. Qui va répondre? Leurs parlementaires ou les parlementaires de l'opposition? Je pense qu'on est dans un monde où il n'est pas bon de cacher les choses. Il n'est pas bon d'être transparent.
il est important de laisser le débat suivre son cours. Et ce budget qui est passé sans débat est une catastrophe qui les rattrape et ils ont besoin d'être transparents sur des choses et pour leur intérêt à eux. Je pense que ça, c'est une chose importante parce que il y a beaucoup de choses qui passent actuellement, c'est parce que l'opposition n'est pas encore assez organisée, assez présente. Mais une fois que l'opposition sera debout, ils verront que le Sénégal est un pays démocratique et mieux vaut être transparent que de penser qu'on peut toujours passer à travers les gouttes. Alors, on reste avec l'Assemblée nationale qui a déchu Barthélémy Diaz de son mandat de député sur demande du ministre de la Justice. Il est également révoqué à la mairie de Dakar. A-t-il votre soutien, vous qui l'avez vertement critiqué après les législatives? Barthélémy était un ami. Est un ami et restera un ami. Il ne l'est plus. Il est toujours mon ami. J'ai dit il était, il l'est et restera. Nous avons mené tellement de combats ensemble, nous avons vécu tant d'épreuves ensemble que le fait politique ne peut pas être un facteur subversif entre nous. Il a mon soutien, il a mes amitiés et ça me rend triste de le voir dans cette situation-là. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que nous sommes encore à l'épreuve de nos textes. Certains vont vous dire que c'est totalement légal. L'article 102 de notre Constitution est clair. Les collectivités locales s'administrent librement par des assemblées élues. Donc il y a un système de représentation qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais pu comprendre qu'on me dise qu'un conseiller municipal attaque le maire, ça je l'aurais compris, mais qu'on puisse me dire que dans ce pays-là, dans notre démocratie, un simple citoyen peut démettre le maire de Dakar. Je pense qu'on est là dans le cas d'un abus de droit qui ne dit pas son nom. Ça fait partie de toutes les choses sur lesquelles nous devrons discuter. J'ai eu bien sûr une frustration par rapport aux dernières élections parce que moi je me dis que la politique c'est une aventure collective. Nous avons été ensemble, nous avons lutté ensemble, nous avions des outils ensemble. Ce qui s'est passé, pour moi, il y a eu une forme de condescendance fonctionnelle où l'ambition d'un homme peut passer au-dessus de celle des autres. Vous n'avez pas le droit, rien ne vous autorise à dire que moi, je suis tête de liste, mais je n'avais pas l'intention de siéger. X, Mademba, sera un bon député. Je sais ce que vous voulez faire, vous voulez me prendre mon mandat. Ça, je ne l'accepterai pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi, ton mandat est important. Toi, ton mandat est primordial, tu es prêt à te battre pour ton mandat, mais les mandats des autres ne sont pas importants. Là, dans ce cas-là, on n'est plus dans une aventure collective. Et ça montre qu'on a des choix qui sont totalement individuels, qui ont été faits. À partir de là, on n'est plus dans un projet collectif. Et chacun peut dire ce qu'il a à dire. Ou tirer les conséquences des choix qui ont été faits. On est en politique, chacun fait ses choix, ils ont fait leurs choix, et moi, j'ai pris mes responsabilités par rapport à ça. Mais cela ne doit pas nous empêcher de critiquer ce qui doit l'être. J'ai une lecture très très difficile de cette situation. Vous lui en voulez toujours? Jamais. Mais j'ai rien contre Barthélémy. Je n'ai aucun problème avec Barthélémy, avec Khalifa. Je dis que vous avez fait des choix pendant ces élections-là. Des choix politiques, on les assume. Vous avez fait un choix, il faut l'assumer. Moi, j'ai fait un choix. Ce choix, il est de dire que à partir du moment où on n'est plus dans un projet collectif, moi, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de trouver ma liberté. C'est difficile de porter les combats des autres. C'est difficile de prendre les coups au nom des autres. C'est difficile d'être au premier plan, d'assumer son appartenance en collectif, de l'assumer, de porter les combats et au bout, de se rendre compte que les postures ou les choix individuels peuvent prendre le dessus sur le collectif. C'est un choix qui a été fait et à partir de 15 ans d'aventure, il arrive un moment où on a d'autres besoins. Ce qui se passe là, c'est ce qu'on a vécu avec Khalifa Sall. Ce qui se passe là, ces combats-là, prison, révocation, convocation, procès, tribunal, procédure, c'est ce qu'on vit depuis 15 ans. Il arrive un moment où on a envie d'autre chose. Moi, j'ai envie de liberté, j'ai envie de projets individuels, j'ai envie d'avoir mon mot à dire sans être chapitré autour d'une chapelle ou autour d'un homme. C'est juste ça la situation et il n'y a pas de crispation individuelle entre les gens. On est des acteurs politiques matures, responsables et on sait surmonter nos difficultés, nos contradictions en toute responsabilité. Avec des si on mettrait Paris dans une bouteille, mais certains se posent la question de savoir si vous étiez élu, est-ce que vous auriez cette posture? Mais la question n'est pas d'être élu ou pas. Ceux qui posent cette question-là, est-ce qu'ils m'ont vu battre campagne? Je n'ai pas battu campagne pendant les élections législatives. Je suis quand même un acteur politique assez averti. Quand vous faites une liste électorale, vous êtes présent dans 10 départements. 10 départements.
Vous faites des choix de hiérarchie de la liste qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons derrière un choix que vous avez fait. Le choix fondamental, ce n'est pas la position sur la liste, c'est de se retrouver derrière ce qu'on a appelé un bloc générationnel. Voilà. Vous êtes derrière à 13%. Vous vous dites que pour avoir 10 députés, il faut 700 000 voix. Comment une coalition qui n'est présente que sur 10 départements peut faire 700 000 voix? Mais le plus important, ce n'était pas le poste qu'il y a au bout. Le plus important, c'était l'esprit que j'ai avec ces gens-là. De me dire que moi, à Bambaye, on ne me comptera pas parmi ceux qui l'abandonnent en pleine course. Parmi ceux qui sont sur une liste et qui vont changer de camp. Parmi ceux qui sont sur une liste et qui vont combattre la liste. Parmi ceux qui sont sur la liste et qui vont avoir des propos ou des postures avilissantes pour la liste. J'ai choisi de rester dans mon coin, mais j'ai choisi aussi, une fois que tout ça est terminé, de prendre ma position et de provoquer un changement dans la mécanique que nous gérons depuis le début. Aujourd'hui, le pouvoir a changé, il est entre les mains d'une génération. Forcément, nos organisations politiques doivent apprendre à changer. Mais ce n'est pas en faisant attendre la fin des élections pour faire des bilans mitigés au cours d'une réunion et passer à autre chose. À force de passer à autre chose, on reproduit les mêmes schémas, on refait les mêmes erreurs et les résultats sont les mêmes. Georges, en politique, la défaite a un prix. Et il faut avoir le courage et la dignité de payer le prix de la défaite. Nous avons une défaite singulière lors des élections présidentielles. Nous avons eu une défaite lors des élections législatives. On ne peut pas passer tout par perte et profit et passer par autre chose pour revoir le même schéma, perdre notre mairie, encore une fois, être dans une élection, encore une fois, être là à nous chicaner pour qui va reprendre le poste, qui va assurer l'héritage, être là à refaire les mêmes erreurs d'année en année. Il arrive un moment, à l'âge où nous sommes, après avoir combattu notre grand-père, après avoir affronté nos papas, au moment où nos frères ou des gens de la même génération sont au pouvoir, d'assumer notre identité, d'assumer notre parcours, d'assumer notre potentiel, d'assumer notre ambition, parce que l'intime conviction que j'ai, c'est que l'ambition de personne ne passe au-dessus de la mienne. Je serai dans une organisation où on me garantit cette équité-là. À partir du moment où cette équité est rompue, j'ai le droit de prendre mes responsabilités. Conséquence de tout cela, vous avez rompu avec Taxawu Sénégal, qui, selon vous, est suicidé par Barthélémy Diaz et Khalifa Sall. Quel est le problème à Taxawu? Parce que cela est antérieur aux législatives. On a vu la vague de départ de cadres de Taxawu. Le problème à Taxawu, c'est pour moi, c'est la fin d'un modèle. La fin d'un modèle qui a eu son charme à un moment. Qui part de Taxawu Dakar. Khalifa Sall est maire de Dakar. Le pouvoir en place l'affronte. Tu viens ou tu ne seras pas maire. Khalifa qui met tous les maires de Dakar en face de leurs responsabilités. Nous avons travaillé ensemble, nous avons un bilan ensemble, défendons-le ensemble. Parce que nous pensons que ce que nous avons fait pour Dakar est le mieux pour Dakar. C'est ça Taxawu Dakar. C'est un réflexe de survie, c'est une posture de combattant. Ils ont eu une grande et belle victoire. Chemin faisant, Taxawu Sénégal est devenu Taxawu Dakar et Taxawu Sénégal. Mais c'est quoi? C'est un rassemblement de gens qui sont tous dans d'autres partis, qui sont dans d'autres organisations, de l'AFP ou d'autres mouvements, et qui font qu'on a une organisation assez horizontale avec à sa tête une seule constante, Khalifa Sall. On ne peut pas être dans une organisation politique sans organisation, sans bureau, sans hiérarchie, sans répartition des tâches. C'est des choses qu'une fois qu'on est dans un vrai combat qui nous a interpellés, notamment la présidentielle, on a fait face à nos défaillances. C'est une chose qui nous a marqué. Lorsqu'on nous a pris à partir dans nos bases, lorsque Khalifa Sall a été humilié, sifflé à Dakar, lorsqu'on est affronté sur les plateaux, lorsqu'on est écrasé sur les réseaux sociaux, on n'a pas le profil ou l'organisation pour répondre. Mais ça interpelle une organisation, ça interpelle un fonctionnement, ça interpelle des choix de gouvernance dans son ensemble et qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, ce ne sont pas les hommes qui sont éculés. C'est pas Khalifa qui n'a plus d'influence. C'est pas Khalifa qui n'a plus de rôle. C'est simplement le fait que le modèle Taxawu Dakar est arrivé à son terme et qu'il faut par ailleurs, quoi qu'il advienne, avoir le courage de le réinventer. Je l'avais dit à Khalifa, tu ne peux pas faire le choix d'être avec des gens qui ne sont Taxawu que quand il faut prendre des postes. Une fois que les élections sont passées, chacun va dans sa petite chapelle, chacun mène ses petits combats, personne ne se bat pour Taxawu, personne ne prend des postures pour Taxawu. Les gens n'osent même pas faire des plateaux télé pour Taxawu. Les gens ne partagent même pas les publications sur Taxawu. Mais c'est quoi ce raisonnement-là? Mais on a fait face à un appareil plus moderne que nous et on a pris les coups. Et malheureusement pour nous, on n'a pas su protéger notre leader qui a eu une défaite. Donc c'est le modèle Taxawu qu'il faut réinventer. Mais cette désorganisation, qui en a la responsabilité?
Khalifa lui-même. Oui, mais toute organisation politique a une philosophie qui part de son départ. Vous savez, quand vous mettez en place une organisation politique en les réunissant d'abord des maires, Khalifa Sall est quelqu'un qui fonctionne à la responsabilisation individuelle. Je suis avec de gros gaillards, on n'est pas dans une galerie d'enfants et chacun connaît ses responsabilités et chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. À partir du moment où tu veux occuper une fonction au nom de Tahaou, assume cette fonction-là et bats-toi pour Tahaou. Mais on ne peut pas, quand il faut prendre des positions, prendre une position, un poste de député ou de maire ou d'autres choses qui auraient pu venir à Tahaou, et une fois que c'est poste acquis-là, se mettre dans un coin et être là à calculer son petit agenda personnel. Je pense que c'est des choses qui sont arrivées dans le fonctionnement de Tahaou et qui font qu'aujourd'hui, les gens n'ont été à Tahaou que quand il fallait prendre des positions. Mais dans le cœur de la guerre, on a eu du mal à être une vraie armée. Et c'est des choses que nous avons payées. Maintenant, comment réorganiser tout cela? Comment repenser tout cela? Comment réorganiser, restructurer Tahaou? Ça, je pense que c'est le défi de Khalifa et ça lui de le faire. Des retrouvailles sont-ils envisageables? Vous savez, Tahaou est une plateforme. Mais moi, ce que je dis à mes amis, on est arrivé à un âge, lorsqu'on dépasse la quarantaine, après presque quasiment, quelle que soit notre jeunesse, presque 20 ans d'engagement politique, on a dépassé l'âge où on pouvait se mettre à notre place à une table de négociation. Ça demande aussi la possibilité pour nous de construire nos projets politiques, d'arriver à maturation et de travailler à exister dans le champ politique, puisque les choix qu'on a eu à faire récemment sont des choix un peu catastrophiques. Tahaou ne sera pas au Parlement, comme le Parti socialiste ne l'est pas. Donc, comment faire pour exister dans le débat? Comment faire pour impacter? Je pense que c'est des défis qui s'imposent à nous. Ce serait difficile de les réussir si on porte les stigmates et les reliques de tous les combats que Tahaou a menés, des étiquettes qu'on a collées à Tahaou. Je pense qu'on a besoin de se retrouver dans quelque chose d'assez neuf pour pouvoir construire une nouvelle attractivité, un nouveau point focal qui intéressera les Sénégalais et d'avoir la capacité d'avoir un discours. Vous, Barthélémy et Khalifa. Vous, Barthélémy et Khalifa. Les retrouvailles. Il reste toujours... on est des gens de gauche. On est des socialistes. On a mené nos combats ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a réussi pas mal de choses ensemble. Barthélémy va peut-être faire ses choix qui sont. Khalifa va travailler avec son Tahaou. Mais moi, avec d'autres, on est sur un chantier. On est sur un chantier politique qu'on va Justement, construire. c'est là que je voulais en venir. Maintenant que vous avez rompu avec Tahaou, allez-vous tracer votre propre sillon? Mais bien sûr, c'est ce qu'on va faire. On va travailler. Un parti politique? Là, pour l'instant, un mouvement politique et pour faire entendre notre voix, puisque nous avons un rôle à jouer. Nous considérons que c'est notre génération qui a le pouvoir et nous avons un dialogue à avoir. Ce dialogue-là, nous avons notre rôle à jouer, que ce soit dans l'opposition, pour pouvoir permettre à ce pays de franchir des caps. Nous avons eu assez de temps pour savoir ce qui ne va pas dans ce pays-là. Nous avons eu assez de temps pour faire des dialogues politiques. Le moment est venu d'inventer une nouvelle démocratie en profondeur. Et ça passe par la capacité que tous les acteurs politiques ont à faire leur place, à construire un discours et à exister. Moi, je ne suis pas... Je suis un jeune qui est issu des partis qui ont exercé le pouvoir. Dans nos partis à nous, on ne dit pas France dégage. Nous avons exercé le pouvoir. Dans nos partis à nous, on exècre le nationalisme. Le nationalisme, c'est une défaite, c'est un repli, c'est la doctrine des inhibés. C'est jamais la faute des autres. Moi, j'ai envie d'être un jeune qui se dit républicain, issu des flancs des grands partis, qui assume le legs qu'on a construit pour ce pays-là. Une république, un État fort, avec une administration de qualité, avec une diplomatie de qualité, avec une armée républicaine. Ça, c'est le legs de nos pères fondateurs. Et j'ai envie de faire partie de ces jeunes-là qui portent ce discours-là, qui existent et qui font comprendre aux jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas la faute des autres. L'État n'est pas le problème. L'État, c'est la solution. Bien sûr qu'il y a des inégalités, bien sûr qu'il y a de la pauvreté, bien sûr qu'il y a de la précarité, mais ça ne doit pas nourrir le populisme, ça ne doit pas nourrir le truc démagogique. C'est à nourrir nos responsabilités et l'envie pour nous de construire ce Sénégal et de le faire avancer. Sans vouloir danser plus vite que la musique, le nom du mouvement est-il déjà retenu? Il est déjà retenu, mais quoi? bon, nous le rendrons public prochainement. J'ai tenu avec mes amis à réserver la primeur à Saint-Louis. Et je pense qu'au cours d'une prochaine rencontre à Saint-Louis, nous donnerons le nom. Vous donnez quel délai? Dans maximum 2 semaines. Dans 2 semaines, ce mouvement de l'opposition ou bien du pouvoir?
de l'opposition. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas cette doctrine qu'on veut imposer dans ce pays-là où tout le monde pense que tu dois forcément aller au pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est en place. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que ce pays-là se gouverne avec des majorités larges. C'est un enjeu de stabilité. Si Macky Sall n'avait pas gouverné avec Benno Bokk Yakaar, vous vous rendez compte de ce qu'aurait été sa gestion? Macky a eu un deuxième mandat parce qu'il a exilé Karim, parce qu'il a saccagé Khalifa Sall, il l'a mis en prison pour gagner au premier tour avec un appareil comme Benno Bokk Yakaar. Son deuxième mandat, Macky n'a quasiment pas gouverné. Vous vous rendez compte si Macky n'avait pas eu Benno Bokk Yakaar? Je pense que ce pays se gouverne avec les majorités larges. Et aujourd'hui, dans l'opposition, nous avons besoin de relever le niveau du débat. On a discuté pendant quasiment une heure, on n'a pas parlé de la dette, on n'a pas parlé de la finance publique, et c'est des sujets importants sur lesquels les gens aiment à dire qu'ils ont relevé les débats, qu'il n'y a plus de place pour des gens qui n'ont pas le niveau, mais aujourd'hui, vous êtes totalement relégués, vous devez des explications aux gens sur certains choix que vous avez eu à faire, et nous avons envie de débattre avec vous sur ces sujets-là, et de changer le visage du paysage politique sénégalais. Et chacun a son rôle à jouer, comme on dit, et chacun construit son histoire. Donc pas question de rejoindre le régime. Vous avez cheminé avec Ousmane Sonko en quelques secondes. On est presque au terme de cette émission. Non, pourquoi vous voulez poser... Je pose juste une question. C'est-à-dire? Donc, il n'est pas question pour vous de rejoindre le régime? Mais aujourd'hui, la dynamique d'un mouvement, la question, si je voulais faire un truc totalement individuel, j'exprime ma position, mais à partir du moment où on crée un mouvement avec une dynamique d'hommes et de femmes, il faut savoir leur donner la parole. Aujourd'hui, l'évolution du champ politique a montré que ce qui marche, c'est des aventures collectives, pas des aventures individuelles. Avec comme objectif la conquête du pouvoir. Ma position personnelle ne compte pas. Ça va être le consensus des hommes et des femmes que nous allons réunir autour de notre projet. Et pour le reste, pour l'avenir, nous ne nous interdisons rien du tout. Merci Babacar Abambaye, merci d'être venu au grand jury. Merci beaucoup Georges, c'est un plaisir. Et encore une fois, bonne année à nos familles, bonne année à mes parents. Et je leur souhaite une longue vie et une santé de fer à mes parents de Saint-Louis, Adja Sonatine Diop, tonton Abdou Khadr, et à tous mes amis qui m'accompagnent en politique depuis le début. Je leur dis encore une fois merci et que cette année soit une année d'accomplissement. Amen. Ancien député à l'Assemblée nationale, ancien responsable de Taxawu Sénégal, qui envisage de mettre sur pied un mouvement politique. Merci d'être venu au grand jury. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. Excellent dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain.